Donc bonjour à tous, merci d'être venus malgré l'adversité. Apparemment, il semblerait que les avionneurs décident de votre emploi du temps de cette dernière journée. Voilà, merci d'être là. Alors on va parler d'IA. Je sais que c'est un sujet qui a été abordé à la conférence d'ouverture. Il y a eu par-ci, par-là, effectivement, quelques tables rondes, quelques retours d'expérience autour de l'IA. Mais c'est quelque chose, en effet, qui est redevenu un sujet prometteur. Hein. On ne va pas refaire la genèse de l'IA, mais on en parle depuis à peu près 80 ans, 70 ans. Mais ce qui manquait jusqu'à présent, c'est l'or noir des données et puis la puissance de calcul des ordinateurs. Ça y est, maintenant on y est. Alors depuis 2010, grosso modo, moi j'ai mis la date à 2010 où on a effectivement commencé à parler à nouveau d'IA. Puis voilà, fin 2022, on a vu ChatGPT arriver en trombe avec des performances parfois impressionnantes. Et du coup, on a vu l'IA remonter sur le dessus de la pile des préoccupations de beaucoup de monde, et singulièrement des RSSI et des spécialistes cyber en général. Alors, qu'elle soit utilisée au service de la défense, hein, c'est ce qu'on souhaite le plus, qu'elle soit malheureusement utilisée par les attaquants, il va falloir faire avec. Alors, les questions qui se posent, c'est comment faire face à ce nouveau paradigme. Est-ce qu'il faut, par exemple, que le RSSI modifie sa politique sécurité? Est-ce qu'il faut des nouvelles compétences dans les équipes cyber? Comment on va utiliser mieux cette technologie au service de la défense? L'évolution de nos SOC, on a parlé beaucoup d'IA autour des SOC, les analyses de risque, la réglementation, et évidemment des sujets d'éthique, d'explicabilité. Bref, toutes ces questions, on ne va certainement pas répondre à toutes, mais on va tenter en tout cas de les aborder aujourd'hui. Alors pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants. Donc je commencerai par Nathalie Devilliers, à ma droite, qui est docteur en droit international, experte à la Commission européenne, auteure, conférencière, et je crois que vous animez un podcast qui s'appelle Influence cyber. Vous savez presque tout. Je suis, voilà, à peu près renseigné. Alors, ensuite, en partant du bout de la table, j'ai Vincent Lefray, qui est le CISO et manager cybersécurité de Système-U, et qui est administrateur du CESA. Ensuite, Arnaud Martin, directeur cybersécurité du groupe Caisse des Dépôts, administrateur du CESA. Et Olivier Lignol, tu ne vas pas t'en sortir comme ça, qui est directeur cybersécurité du groupe EDF, membre du CESA et responsable de la communauté grandes entreprises et administrations du CESA. Et je te remercie encore infiniment d'animer cette communauté compliquée. C'était pour me démarquer. Pour commencer, je m'adresse à tous les quatre. Alors évidemment, je vous demande si possible une réponse courte, parce que merci de ne pas tout développer ce que vous avez à dire à la première question, sinon après on va fermer le débat très vite. Plus sérieusement, on a vu un phénomène, enfin moi j'ai observé de ma fenêtre un phénomène métaverse qui a fait pchit à peu près aussi rapidement qu'il est arrivé, et je me suis dit, quand j'ai vu ChatGPT, j'ai dit peut-être que ça va faire pareil. Et en fait, non. Je pense que là, on est parti pour une belle aventure avec cette IA générative. Et je devrais plutôt parler de machine learning. Alors, quand je dirais IA, vous comprenez machine learning. Hein. Comme ça, on n'aura pas le débat de savoir si l'IA existe vraiment. Donc, est-ce que c'est un phénomène qui va s'ancrer davantage dans le paysage? Est-ce que c'est le cas? Et pourquoi faut-il s'en occuper? Alors, je vais commencer par vous, Nathalie. Si vous voulez, oui.
Déjà, je vous remercie pour votre invitation, Alors, me parlez permettre bien dans le micro parce que je crois que... de prendre la parole avec vous cet après-midi dans cette table ronde. Je dirais que oui, et que d'ailleurs c'est un game changer pour vous retirer RSSI et vous remplacer par n'importe quel métier, ou n'importe quel même individu pour un jeune étudiant, pour un professeur, un chercheur, un avocat, etc. Donc oui, pourquoi? Parce que contrairement au métavers, utiliser ChatGPT c'est extrêmement simple, on va sur Internet et puis on clique dedans. Alors que pour entrer dans un métavers, il faut un équipement. Le jour où on aura, pour entrer dans un métavers, simplement une application sur notre téléphone, et ça arrivera quand on aura l'identité numérique, puisque derrière on aura bien sûr de la blockchain, là, dans 10 ans, on en reparlera. Le métavers va peut-être ressusciter. Mais effectivement, le ChatGPT, lui, va nous poursuivre. Messieurs, Olivier? Alors nous, on est évidemment, on s'est approprié ce sujet naissant, étant donné que c'est dans nos habitudes quand même de s'intéresser aux problématiques du digital. Donc quand on a commencé à avoir de plus en plus de données des capteurs, on a commencé à faire pas mal d'activités autour du big data. On a 2 usines, une usine data analytics pour la prod et une pour le tertiaire, et c'est des choses qu'on exploite. Côté IA, on a fait la même chose, c'est qu'on a créé une task force qui est gérée autour des différents acteurs et qui reporte au président, ce qui nous permet d'avoir une bonne visibilité. Vincent? Donc, je sais pas si vous Sur ce sujet-là, ouais, je suis un petit peu en ligne avec Nathalie. L'idée de se dire, c'est que finalement, les IA génératives, aujourd'hui, en un clic, en un test, on a des réponses, c'est quelque chose de très probant et de très facile à utiliser. Donc, effectivement, ça change aussi notre vie. Et puis, d'un point de vue RSSI, l'idée, c'est quand même d'identifier des risques. Et là, on est sur de l'innovation avec des nouveaux risques. Donc, effectivement, on a à s'y intéresser de manière très, très importante. Après, il faut aussi se dire que les innovations, c'est aussi la capacité pour nous d'avoir des opportunités aussi, peut-être en mode de défense. Donc peut-être se dire que voilà, c'est des nouveaux risques, mais on a l'opportunité de s'en servir aussi de notre côté. Alors, pour terminer, est-ce que c'est quelque chose qui va faire pchit? La réponse est non. Un peu de la même façon que Olivier le disait. Nous, on avait un comité stratégique data. On y a greffé un comité stratégique data et IA parce que on réinvente pas des fondamentaux. Enfin, ce qui est important, ce sera un peu le fil directeur de toutes mes interventions, c'est de dire que finalement, quand on a des bons fondamentaux, quelle que soit la nouvelle technologie, les nouveaux services qui arrivent, on peut les intégrer à ces bons fondamentaux et les adresser de cette manière-là. Donc c'est pas quelque chose qui va faire pchit, c'est quelque chose qui fait un peu le buzzword. Donc voilà, parce que LLM, parce que ChatGPT, peut-être que cette partie-là redescendra dans quelques mois, quelques semestres, etc. Mais en tout cas, l'IA au global, l'intégration en termes de game changer pour les métiers, etc. C'est des choses qui vont se diffuser au fur et à mesure et qu'on verra perdurer pendant les prochaines années et qu'on devra adresser en tant que RSSI. Alors du coup, si on rentre dans le vif du sujet et des 25 questions que j'ai posées en introduction, on a le point de l'IA au service de la cyberdéfense. C'est probablement là que les choses ont commencé, on va dire, il y a quelques années déjà. On nous annonçait de l'IA Inside sans qu'on sache trop finalement s'il y en avait vraiment dedans. Personne n'était allé vérifier effectivement si l'IA était bien là. Mais trêve de plaisanterie, je pense qu'il y a en effet aujourd'hui une vraie offre qui se construit. Enfin, vous avez dû le voir sur les stands autour de l'IA au service de la cyberdéfense. Alors, est-ce que, je sais pas, Olivier, tu le constates, tu fais le même constat? Alors, je fais partie de ceux qui n'aiment pas acheter une boîte sur laquelle on dit il y a quelque chose dedans et tu ne sais pas très bien ce que fait le dedans de la boîte. Donc, on préfère avoir une maîtrise quand même de la finalité de l'action que tu es en train de faire et pas d'une solution sur étagère qui va te faire une promesse marketing. Et donc à ce titre-là, si on regarde la technologie telle qu'elle commence à émerger, on se rend compte que dans l'aide à la réponse, dans l'aide à l'analyse, de plus en plus ça va être un outil qui est très intéressant. On se rend compte que le concept, il est quand même pas complètement nouveau. Tu as parlé de quelques éléments dans le domaine de la technologie, mais moi, HAL, il était déjà dans 2001 l'Odyssée de l'espace dans les années 70, et il réagissait un peu comme une IA, mais on est bien dans ce contexte-là. Et donc à ce titre-là, c'est de quelle manière tu vas pouvoir l'utiliser de manière à pouvoir te défendre.
Et le deuxième point, je pense qu'il ne faut pas être complètement naïf et que donc de ce point de vue-là, les attaquants qui sont face à nous ont besoin de nouvelles technologies et que celles-là pourraient apparaître aussi au niveau des attaquants, on pourra peut-être en parler plus tard. Et donc à ce titre-là, on fait des red teams pour pouvoir s'entraîner sur la manière avec laquelle on peut attaquer nos propres systèmes. Il serait assez logique d'intégrer aussi, pour la défense, des systèmes d'IA de manière à voir ce qu'on peut faire dans nos environnements en utilisant cette technologie-là. Vincent, Arnaud, vous avez fait les mêmes constats? En fait, moi je voulais argumenter autour d'un point, c'est que dans la cyber aujourd'hui, de manière générale, on a quand même un problème de manque de combattants. Donc on a des SI de plus en plus complexes, interconnectés. C'est un grand nombre d'alertes à qualifier d'incidents éventuels. Donc dans un premier temps, si l'IA pouvait nous aider justement sur cette capacité de détection à nous concentrer sur des problématiques avérées, ce serait vraiment un point intéressant. Et notamment sur les aspects de vélocité, puisqu'aujourd'hui on a énormément d'alertes et c'est super compliqué de qualifier tout ça. Donc si ça pouvait nous aider à aller directement à une alerte qualifiée, je vous parle de ce que je souhaiterais avoir, je ne vous dis pas que c'est comme ça aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait nous intéresser. Bon, après, la promesse d'outils d'OP à l'IA, c'est beau sur le papier, il faut voir dans la réalité comment ça pourrait s'articuler. Je suis un peu comme Olivier, moi j'aime bien savoir ce qu'il y a sous le capot. Et là, aujourd'hui, quand on questionne nos amis fournisseurs, c'est un petit peu compliqué parce que les termes s'enchevêtrent, les définitions, elles sont parfois différentes. Donc il faut presque un expert IA aujourd'hui pour nous aider, pour comprendre les offres qu'on a en face de nous. Il y avait l'aspect, donc on est sur l'aspect défense. Il y a aussi peut-être une aide qu'on pourrait imaginer qui est déjà dans les cartons, qui est déjà en place. C'est peut-être autour du patch management aussi aujourd'hui, où voilà, on a un grand nombre de vulnérabilités sur nos systèmes d'information. On fait de la qualification manuelle. On a le scoring CVSS qui nous aide un petit peu. Là aujourd'hui, on a vu l'IPSS qui est arrivé, l'exploitabilité en termes de vulnérabilité. Donc l'IA peut aussi nous aider sur cette partie-là. Donc voilà, moi je voulais vraiment, sur la partie défense, vraiment la partie détection patching. Et puis si l'IA peut nous aider à amener de la valeur cyber tous les jours, moi je suis preneur, donc j'attends de voir, mais j'aimerais bien que ça puisse avancer en tout cas dans cette direction. Arnaud, un point de complément. Un petit complément, ouais, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais peut-être voilà, en regardant, en prenant un peu une vue hélicoptère, globalement l'IA pour la défense, moi je le vois plutôt comme étant voilà, une aide de valeur en termes de gain de temps, en termes de gain de contextualisation, en termes de globalisation de l'ensemble des données qui peut être fournies à un analyste SOC, à un des experts de réponse à incident de notre côté. Derrière se poserait la question, et là-dessus c'est une question plus globale, qui est de dire est-ce qu'on est prêt en tant que RSSI à déléguer la totalité des actions sans qu'il y ait d'action manuelle, enfin voilà, sans qu'il y ait une validation manuelle derrière, et du coup faire porter la responsabilité et aller voir son COMEX le lendemain du grand soir en lui disant vous allez rire, en fait voilà, cette partie-là elle est passée, pas parce qu'on l'a pas vu, mais parce que potentiellement un outil automatisé a décidé, sans qu'on sache réellement quels sont les critères associés, que cette partie-là était légitime et qu'il ne fallait pas intervenir. Donc là, on est sur des sujets où moi je le vois davantage comme étant un binôme voilà, IA humain, avec clairement un analyste augmenté de ce point de vue-là en termes de capacité. Et là-dessus, voilà, il y a des capacités d'accélération, des capacités d'enrichissement de l'ensemble des éléments associés, etc. Mais pas comme un outil final qui pourrait remplacer ou en tout cas automatiser la totalité des sujets. Alors évidemment, une fois qu'on a parlé de l'IA au service de la défense, on ne peut pas s'empêcher de parler de l'IA au service des attaquants. Alors il semblerait qu'il y ait beaucoup de monde qui se penche sur ce sujet-là, il y a beaucoup de recherches. Moi, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui voulait bien en parler, c'est un peu tabou encore. Et puis dire qu'on a des attaques aujourd'hui très certainement générées par de l'IA. Je n'ai pas encore non plus vu beaucoup d'exemples, je dirais. Mais du coup, Olivier, tu m'as dit qu'éventuellement sur ce sujet-là, alors que personne ne veut en parler, tu pourrais nous dire des choses. Alors, c'est pas un grand scoop, mais en fait, notre posture de sécurité, elle se base sur une analyse de la menace et on fait
une analyse assez approfondie des différents éléments menaçants, des groupes, des acteurs, des éléments qu'on voit autour de nous, autour du secteur de l'énergie, de manière à pouvoir définir des postures de sécurité qui nous permettent de nous protéger par rapport à ça. Ce que nous dit l'analyse de nos attaquants, c'est qu'ils travaillent comme des multinationales, ils ont des besoins de recrutement, c'est difficile de recruter des gens de qualité comme pour nous, mais en plus pour faire des activités légales, c'est encore plus difficile. Ils peuvent d'ailleurs faire des erreurs, avoir des problèmes d'implémentation, des problématiques de conduite de projet qui ne vont pas forcément très bien et qui nous permettent assez souvent de les repérer, d'avoir des TTPs, etc. Et donc, de ce point de vue-là, si on se met dans la place d'une organisation criminelle, mafieuse ou étatique hostile, on peut se dire que le sujet de l'innovation est une hypothèse qui paraît assez crédible. Le sujet de l'innovation étant assez crédible, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les outils qui seraient à disposition des attaquants. Et on commence à avoir, qui sont d'ailleurs présents ici, un certain nombre d'outils. Par exemple, des outils basés sur un système d'apprentissage qui vont faire des attaques discrètes, vont commencer à regarder des scans de vulnérabilité, tout ça à bas prix. Une fois qu'ils ont vu l'ensemble des scans de vulnérabilité, ils vont commencer à les exploiter, que ce soit un environnement d'ailleurs industriel ou pas industriel, et puis vont progresser petit à petit. Donc ça, il y a des orfèvres là-dessus, dans les pièces à côté. Et donc, on peut se poser la question de savoir, cette techno, si vous les mettez dans les mains d'un attaquant, qui lui, ça ne lui dérange pas de faire tomber la prod, au contraire, c'est même peut-être son objectif, il peut lancer ce genre d'outils dans votre environnement et il pourrait faire des actions que ferait une armée d'êtres humains tels qu'ils sont aujourd'hui très coordonnés, d'une manière complètement intégrée, très rapide. Et c'était bien la conclusion de la keynote qu'on a vue lundi. C'est-à-dire que grosso modo, ce qu'on peut constater aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que c'est des sujets d'humains à qui on apprend à faire des choses d'humains. En face, on a des humains qui sont plutôt des humains expérimentés. Par contre, l'humain qui va attaquer, il va attaquer beaucoup plus rapidement parce qu'il va enchaîner. Alors après, je vous laisserai compléter, vous connaissez mieux que moi, mais ces actions. Et donc, je me dis, ça doit être quand même quelque chose qui est entre les mains de l'attaquant. Alors, pure hypothèse de ma part, mais je pense que cette hypothèse, à ce stade, elle paraît assez crédible. Du coup, tu me fais toute la transition avec Madame de Villiers. On a planté un peu ce décor de l'IA vraiment très cyber, là. Vous avez travaillé sur beaucoup des aspects des fondamentaux de l'IA, les questions de protection des données à caractère personnel, par exemple, mais pas que. Et on voit bien que, comme d'habitude, en Europe, on va encore être les champions de la réglementation. Donc, qu'en est-il de ces réglementations et auxquelles il faut s'attendre? Alors, on entend parler de l'IRAC, mais c'est sûrement pas le seul. Et en gros, quel panorama vous pouvez nous dresser autour de ce vaste sujet? Je voulais ouvrir une parenthèse à propos de la déclaration d'Arnaud sur la validation manuelle ou pas d'un système automatisé, que ce soit en attaque ou autre. Effectivement, ça reflète la notion de contrôle humain qui est présente dans énormément de textes actuellement en cours de négociation, qui est donc une valeur éthique. Et ce qu'on observe en réalité dans ce phénomène d'hyper-réglementation européenne, c'est la volonté de traduire en termes juridiques, qui soient juridiquement contraignants, assortis de structures, de rôles dans les entreprises. Donc le DPO en a fait partie avec le RGPD, d'autres rôles à venir dans le domaine de l'IA, et aussi des sanctions et des organes de contrôle qui vont piloter ces éléments-là. Donc c'est la volonté de faire d'une aspiration éthique qui n'est pas codifiée, mais qui est une attente de la société, de plus en plus forte, et donc les entreprises doivent y répondre, notamment vis-à-vis de leurs actionnaires et de leurs investisseurs, et donc de traduire sous forme réglementaire. Donc oui, les juristes et l'Union européenne, on aime beaucoup les acronymes comme la communauté des RSSI. Et pourquoi ce phénomène d'hyper-réglementation? Je rappelle quand même qu'on a été extrêmement passif dans les années 80, pensant naïvement que le marché allait faire son travail et qu'on aurait des fleurons européens qui allaient se construire. Et en réalité, non. On a eu les GAFAM. Donc, on réglemente aussi parce que c'est devenu inacceptable de ne pas réglementer. Et d'ailleurs, toutes les propositions commencent par une étude d'impact du risque de ne pas réglementer. Donc, on protège nos entreprises, on protège l'innovation et les libertés fondamentales. Donc, le Data Act, la transposition de la directive NIS 2,
pour l'année prochaine, à la même époque, elle devra être transposée. Une réglementation sur les données qui vient enfin dire que les sujets des données sont propriétaires de leurs données et que les fournisseurs de produits et de services doivent mettre à disposition ces données auprès des utilisateurs. Et puis des textes qui, par exemple, vont reposer sur des objectifs cyber en particulier, actuellement dans le trilogue. Donc vous connaissez peut-être donc le mécanisme, la proposition est faite par la Commission, elle est discutée ensuite au Parlement, c'est ce qui se passe pour les Acts, et ensuite elle va au Conseil. Et c'est là qu'en fait on a des batailles. Pourquoi? Parce que la Commission, elle représente l'intérêt de l'Union européenne, développer un marché solide. Les parlementaires vont, eux, protéger plutôt les droits fondamentaux des citoyens. Et quand le texte arrive au Conseil, là c'est chacun pour soi. Chaque État membre va essayer de rapporter ce qui l'intéresse lui dans le texte. Et c'est là qu'on va observer des petites frictions, comme actuellement par exemple sur, oui, on peut le voir sur ChatGPT, est-ce que c'est ou pas une IA à haut risque par exemple? Donc là on a la réponse non, pas du tout, c'est pas du tout à haut risque, donc obligation de transparence seulement, je dirais. Dans le texte sur la résilience cyber, on a une petite bataille parce que sur la notification des vulnérabilités constatées dans les produits et les services, le Parlement, la Commission souhaiterait que ce soit l'ENISA, l'agence européenne, pour ensuite pouvoir diffuser dans tous les États membres, mais les États membres veulent garder ça dans leur territoire avant de le faire au niveau européen. Et puis on a d'autres textes qui sont complètement passés sous le radar, si j'ose dire. Une directive sur la responsabilité extra-contractuelle des produits contenant des systèmes d'intelligence artificielle, et aussi, j'allais dire presque surtout, une convention cadre sur l'intelligence artificielle, les droits de l'homme et l'état de droit au Conseil de l'Europe, qui a commencé à être négociée cette année. Et sur les armes autonomes, on n'a pas du tout de consensus, par exemple, sur ce cadre-là. Et les négociations se font à l'ONU. Et là, c'est plutôt la France qui essaye de guider le débat avec un groupe d'experts en particulier. Et dans l'IA Act, qu'est-ce qu'on va retrouver, je dirais, en grande ligne, évidemment? Les grandes lignes de l'IA Act, c'est d'abord classifier les IA en termes de... c'est une approche par les risques, donc on est assez coutumier de ces méthodes-là. Des IA qui soit ne sont pas du tout nocives, donc voilà, votre frigo connecté, votre montre connectée. Des systèmes qui sont totalement interdits. Pourquoi? Parce qu'on pense au score social chinois, par exemple, qui serait inacceptable chez nous. Et aussi des éléments qui peuvent relever de l'influence. Dans les systèmes interdits, on trouve les mécanismes subliminaux. Le terme a été utilisé, mais en fait c'est le terme qui est proposé par la Commission. Or, subliminal, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait c'est en dessous de 50 millisecondes et on n'a pas de définition dans le texte. Donc le Parlement est venu corriger ça et parle de manipulation ou de pratiques trompeuses. Et puis en milieu, effectivement, on a alors les IA qui sont de premier niveau pour lesquels on a simplement une obligation de transparence, une obligation d'information au titre de la dignité humaine. Je suis censée savoir que ce n'est pas un humain qui me répond dans le chatbot, c'est bien un chatbot. Et donc c'est là que se trouve le ChatGPT. Et puis on a les systèmes d'IA qui, eux, doivent être évalués en termes de conformité avant d'être mis sur le marché. Et cela, pourquoi? Parce que leurs décisions, leurs recommandations peuvent avoir un impact très fort sur la vie des personnes dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la justice, du contrôle aux frontières, etc. Mais c'est une liste qui n'est pas figée. Ce sont plutôt des thèmes d'ailleurs qui sont fixés, des secteurs d'activité. Et ces secteurs peuvent évoluer puisque la Commission a proposé d'avoir un droit de révision de ce texte, en tout cas de cette partie-là, tous les 6 mois. Très bien, merci pour ce panorama. Des questions maintenant de gouvernance. Je pense que l'IA va probablement changer quelques aspects de la gouvernance, en particulier au niveau cyber. Bon, on n'est pas tellement face à de nouveaux risques finalement, on est surtout face à une amplification de risques existants. Enfin, si on prend l'exemple de la fuite de données, même si vous avez tous plus ou moins fermé les yeux sur l'utilisation intensive de Google Translate dans vos entreprises, qui est probablement la machine à faire fuir l'information la plus douce possible. Est-ce que vous allez faire de même finalement avec ChatGPT, et quand vous allez faire digérer à ChatGPT tous les secrets de l'entreprise pour qu'il vous ressorte la note bien faite que vous attendiez? Donc
et je pourrais aussi parler des développeurs, avec le fait que l'IA va être un formidable outil pour leur simplifier la vie. Donc Arnaud, est-ce que par rapport à ces sujets-là, gouvernance, prise en compte de cette évolution, est-ce qu'il y a une révolution finalement, ou est-ce que finalement on va réajuster les dispositifs existants? C'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure d'ailleurs. Mais... Alors moi, voilà, je ne vais pas changer par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Pour voir. Hein. Sur la partie DLP, clairement, oui, c'est plus facile de faire fuiter un certain nombre de choses, en effet, de cette partie-là. Mais en fait, si on n'est pas outillé au départ pour mesurer le niveau de marquage de l'information, pour avoir sensibilisé les utilisateurs par rapport à cette partie-là, puis après, comme on n'est pas non plus dans une responsabilisation et dans le fait de fermer les yeux, d'avoir des outils qui permettent de vérifier en effet s'il y a de l'information qui sort, globalement, voilà, on n'est pas, on est dans l'intensification, l'accélération, l'industrialisation, mais si les bons outils au départ sont là, ça nous permet de bien maîtriser cette partie-là. De manière très pragmatique, côté bancaire, on a de la chance, on a un régulateur qui nous veut beaucoup de bien et donc qui nous impose un certain nombre de mesures par rapport à la détection de fuite de données. Donc on est plutôt, je pense, en avance par rapport à d'autres domaines. Et clairement, que ce soit une pièce jointe dans un mail, voire même juste le contenu du mail, que ce soit des données qui peuvent être uploadées dans un certain nombre de sites qui sont ouverts, etc. Globalement, on scanne déjà la totalité de ces données-là. Donc en fait, pour avoir une vision sur l'IA, ou sur les sites en ligne d'IA, c'est assez facile. Hein. Il suffit d'appliquer la même chose sur un sous-ensemble de l'ensemble des capteurs qu'on a en sortie de la vision globale de notre SI, et ça nous permet d'avoir une vision assez pratique et assez pragmatique du taux d'utilisation. Et moi, quand il y a eu toute cette partie buzz, etc. associée, la première chose que j'ai demandé, c'est avoir un rapport tous les matins pour savoir quel était le taux d'utilisation. Alors, globalement, c'est pas trop... Google Translate, c'est un peu has-been, hein, c'est DeepL, mais je te confirme que DeepL est en effet l'outil qui génère le plus d'utilisation, à la fois en termes de volume de données et en termes de nombre d'utilisateurs qui utilisent de l'IA côté Caisse des dépôts. Ça permet aussi de mesurer quel est le taux d'utilisation d'autres IA en ligne, et surtout ça permet de vérifier, parce qu'on récupère bien évidemment les données, elles sont marquées ou alors marquées avec un marquage AIP, puisque ce qui est le plus facile quand même, c'est de faire du drag and drop d'un fichier PowerPoint pour avoir la belle translation, d'un fichier Word pour avoir la belle translation, pas forcément du copier-coller sur cette partie-là, et un certain nombre entre le marquage AIP, un croisement de données, des mots-clés, mais qui sont globalement à peu près les mêmes mots-clés que ceux que vous avez pour la détection de fuite de données sur les mails, etc. Ça vous permet d'avoir une bonne vision des interactions qu'il y a. Donc pour moi, pour conclure, hein, c'est les outils, quand les fondamentaux sont là, globalement on peut utiliser les mêmes outils, et personnellement j'étais plutôt rassuré de voir l'utilisation de l'IA côté Caisse des dépôts, qui se fait de manière graduelle et qui se fait de manière plutôt intelligente sur cette partie-là. Donc pas de nuit, pour d'autres raisons certainement des nuits courtes, mais pas de nuit atroce liée à l'IA en termes de supervision de détection de fuite d'informations. Et en ce qui concerne les développeurs et la génération du code par de l'IA, finalement, est-ce que c'est le même combat que dans le DevOps, où on a introduit de la vérification de code à outrance? Est-ce que... Sur l'aspect gouvernance, en fait, il y a plusieurs approches. Donc, il y a une approche comme l'a donné Arnaud, avec un modèle d'entreprise qui correspond. Finalement, c'est de se dire, on peut tout réguler, on peut tout contrôler. Ça, c'est une solution. Moi, dans mon contexte, c'est un petit peu différent. L'idée, c'est plus de mettre en œuvre une gouvernance cohérente avec d'autres métiers qui vont aussi utiliser l'IA, plutôt que de se dire c'est juste à nous de prendre la décision d'eux. Et en l'occurrence, dans notre modèle à nous, on a les gens de la data avec qui on peut travailler et se poser la question de savoir comment on peut avancer ensemble.
Et puis, il ne faut pas oublier que l'IA, malgré tout, dans certaines entreprises, il y a aussi une valeur business derrière. Donc, se contenter de dire que l'IA, côté cyber, on la gère, on la manage, il faut absolument aussi embrasser l'intégralité des métiers, des besoins qu'il peut y avoir. Sur l'aspect dev que tu évoques, Alain, dans les IA génératives aujourd'hui, moi, je ne suis pas persuadé que le Top 10 OWASP y soit implémenté. Donc le développeur qui va utiliser une IA générative, effectivement, derrière, il y a tous les risques qu'on a derrière cette production de code non sécurisé. Puis finalement, quand on déroule tout le fil et qu'on arrive au bout, on se dit quoi? On revient aux fondamentaux. En fait, il faut sensibiliser et accompagner. Du coup, en complément peut-être Alain, sur la partie code, je pense que les problématiques de code, on a depuis des années des galères pour aller sur le DevSecOps, on fait attention à ça pour essayer de pousser tout le monde vers le DevSecOps. Pour certains et certaines d'entre vous, je suppose que vous êtes un peu embêtés aussi avec le Citizen Code, où tout le monde peut produire son propre code et amener ça. Et donc là aussi, il y a besoin de gouvernance par rapport à ça. Et je pense qu'effectivement, la génération de code, voire les attaques pour le rendre malveillant, vont faire partie des sujets de cyber. Mais ça va être intégré, à mon avis, dans la gouvernance de la création de l'appli. Et pour finir sur cet aspect gouvernance, l'analyse de risque, est-ce qu'on fait la même chose, enfin, en termes d'analyse de risque, est-ce que la démarche finalement est la même, que ce soit un projet IA ou pas IA? Alors, pour moi, la démarche est la même, les outils sont les mêmes, il n'y a pas de sujet par rapport à ça, il y a juste quelques focus sur lesquels on est obligé de sensibiliser davantage les métiers et aussi les analystes de risque chez nous. Ils sont peut-être un peu moins familiers avec la notion de dictionnaire, la notion d'empoisonnement potentiellement des dictionnaires. Donc, je vais vous poser une petite question. Qui a lu La disparition de Georges Perec? C'est un livre absolument nul, hein, donc vous n'êtes pas obligé de dire oui. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que je vous le cite? Il n'y a pas la lettre E. Pendant 300 pages, il n'y a pas la lettre E. Donc imaginez, vous mettez ça dans le dictionnaire comme apprentissage de langue française, et on va vous dire que le taux d'occurrence de la lettre E en français est égal à 0%. Donc voilà, plutôt que de parler longuement, d'essayer d'expliquer ce que c'est que l'empoisonnement d'un dictionnaire, etc., ça permet de marquer de marquer les esprits et de dire finalement, ah oui, je comprends que en effet, si le modèle de données en entrée il est mauvais, les conclusions elles vont être mauvaises en entrée. Et ça permet justement d'amener les analystes risques dans nos équipes. Ça permet aussi de faire comprendre un certain nombre de choses au métier, parce que le Chief Data Officer, il arrive et il dit, alors pour que l'IA dans le projet fonctionne, il faut que vous ayez le maximum de données, etc. Et en fait, la réponse est non, il faut que vous ayez des données pertinentes. Et nous, un des projets, alors qui n'a rien à voir avec la partie LLM, etc., mais on est, comme toutes les banques, on investit ou on fait un certain nombre de prêts, et donc on a beaucoup de dossiers d'engagement. On a engagé un projet qui arrive bientôt à maturité, qui est une aide à l'analyste financier qui permet de dire par rapport à un certain nombre de dossiers qui sont envoyés, modélisation sur un certain nombre d'indicateurs financiers, etc., plus quelques éléments de contexte qui permet de dire globalement est-ce que l'avis c'est plutôt oui pour effectuer le prêt ou effectuer l'investissement ou plutôt non. Et c'est poser la question de savoir sur combien de données, sur quelles données on effectue l'apprentissage, donc quel est notre dictionnaire de base, et globalement, est-ce qu'il a besoin d'être le plus gros possible, etc. Donc vous imaginez que des prêts qui ont été faits, alors la Caisse des dépôts doit dater d'à peu près 1820, donc mettons qu'on ait récupéré l'ensemble des données des prêts qui ont été faits ou des projets structurants qui ont été financés, par exemple sous le Second Empire, ça n'a aucun intérêt sur cette partie-là. Donc ça permet de vraiment caler les discussions sur cette notion-là. Et en fait, les métiers reviennent et nous disent, en fait, pour que ce ne soit pas faussé, parce que nous, notre doctrine d'investissement, elle change tous les ans, finalement, on a besoin d'un arriéré en termes de données juste sur les 12 derniers mois. Et c'est largement suffisant. Et on leur pose la question aussi de savoir sur cette partie-là, est-ce que vous avez besoin que ce soit mis à jour au fur et à mesure des dossiers, etc. Ils disent, non, il n'y a pas besoin que ce soit en temps réel, on peut le faire de manière très pragmatique tous les mois ou tous les 2 mois en réintroduisant les derniers dossiers. Donc ce qui permet d'écarter toute la partie empoisonnement de dictionnaire au fur et à mesure, etc. Donc vous voyez, sur cette partie-là, les métiers, quand on leur fait comprendre, sont aussi plutôt des alliés côté RSSI lorsque c'est bien utilisé, bien expliqué. Alors justement, tu me donnes tout de suite le lien avec la suite, c'est le piratage de l'IA. Alors, on a vu qu'on pouvait faire dire à peu près tout et n'importe quoi à l'IA. J'ai quelqu'un qui s'est amusé à poser la question à ChatGPT, quelle est la différence entre un œuf de bœuf et un œuf de poule? Et ChatGPT a répondu que l'œuf de bœuf était beaucoup plus gros.
Effectivement, bon, donc tromper l'IA, c'est assez simple. Est-ce que par rapport au projet d'entreprise, quel est finalement, comment on adresse ce risque de piratage ou de détournement de finalité plutôt? Il faut être très clair sur le fait que quand on met en œuvre un système d'IA, soit qu'on le crée, soit qu'on en utilise un externe, automatiquement, on va avoir différents objectifs à préserver. En tant que DPO, la finalité ne sera pas du tout la même. Et puis, si on en développe un, en phase d'apprentissage et en phase de développement, on aura encore ce positionnement à faire. Après, on va travailler sur d'autres aspects qui sont liés. Donc, oui, on collecte énormément de données. Est-ce qu'il faut beaucoup de données? Oui, mais donc, bien sûr, la pertinence de la donnée, son caractère exact, qui est d'ailleurs requis par le RGPD, la cohérence aussi avec la vie privée, la minimisation aussi, qui doit quand même être préservée, et puis des problèmes qui vont se poser. Par exemple, tout à l'heure, quand on a eu ce propos introductif sur le métavers, si on utilise une technologie telle que la blockchain, on doit s'interroger sur son caractère immuable, donc mettre aussi en place des éléments qui vont permettre que mon système d'IA, s'il fonctionne avec un système de Web3, doit aussi être RGPD compatible de ce point de vue-là. Il existe bien sûr des solutions techniques, hein. Ce n'est pas parce que le RGPD dit qu'on a un droit à l'effacement qu'on ne peut pas utiliser de blockchain. Donc effectivement, les équipes d'IPO ont intérêt de se renforcer, d'être indépendantes, d'avoir leur propre budget et de ne pas être attachées à une direction juridique, parce qu'elles doivent pouvoir donner des éléments de guidage clairs au conseil d'administration. Merci. Olivier, peut-être un complément sur ces sujets de piratage? En fait, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais c'est pas pour autant qu'on retrouve plein de données dans plein de systèmes et puis dans une blockchain, effacer quelque chose qui est immuable, c'est pas si simple que ça, et donc ça s'applique pas toujours. Donc après, mais je vais pas expliquer à une juriste qu'on confronte après à la réalité des lois, et donc d'où l'exercice du droit d'ailleurs. Par contre, je pense que globalement, quand on fait des analyses de risque chères à mon cœur, on est obligé de tenir compte de ces nouveaux contextes. On dit que des RSSI, des directions cyber vont s'appuyer sur ce genre d'outils, ce qui est normal, hein, pour pouvoir améliorer leur capacité à réagir et à décider. Et donc il faudra qu'on tienne compte que dans les scénarios d'attaque, on va avoir ce genre d'outils qui potentiellement vont pouvoir être compromis ou détournés. Et à mon avis, c'est dans ce cadre-là qu'on va pouvoir commencer à se dire qu'est-ce qui se passe quand on a appris à une IA à ne pas reconnaître quelque chose ou qu'on a appris à la contourner, comme à un autre moment, on a appris à un système à accepter une mise à jour qui a été signée qui fait qu'on a des centrifugeuses qui tournent un peu plus vite que prévu. Tu vois, c'est ce type de leurre qui, à mon avis, va apparaître aussi du point de vue de l'outillage qu'on va avoir avec les IA. Alors, je voudrais qu'on aborde un sujet qui pourrait prendre des heures, parce qu'on va presque rentrer dans de la philosophie. C'est le triptyque éthique, explicabilité et confiance. On rencontre souvent ce triptyque-là quand on parle de l'IA. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, chère Nathalie? C'est vrai que d'ailleurs, la confiance et l'éthique sont devenus des arguments qui peuvent paraître marketing parfois. Il faut pouvoir les vérifier et les mesurer. Quand on se positionne du point de vue éthique, forcément, la dimension éthique va varier d'un pays à l'autre, d'un moment à l'autre où on se pose la question. On n'aurait pas les mêmes réflexes en 1800 que maintenant. Et puis, elles sont contingentes aussi de facteurs qui vont relever de facteurs culturels, générationnels, des différentes professions qui sont en face de nous, etc. Donc déjà, débattre de la question éthique de l'IA présuppose d'avoir conscience de ces biais, en réalité, qui vont donc nous emmener vers certaines façons de penser l'éthique de l'IA. Cette réflexion, elle a été faite dans notre espace européen en 2019 avec un groupe de travail de haut niveau sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et donc, ils sont aboutis. Donc, c'était des entreprises, des ONG, des chercheurs. Ils sont aboutis à 6 ou 7 principes d'intelligence artificielle. Et l'explicabilité en fait partie, mais pas la confiance. La confiance, c'est plutôt un concept plutôt qu'une valeur éthique. Et l'explicabilité va se retrouver en particulier dans la transparence. La transparence, donc je sais que j'ai affaire à une IA, je sais quelles vont être les conséquences. Par exemple, si je suis exposée à une IA
et quels pourraient être les risques. Sur ces éléments-là, d'ailleurs, il y a des normes ISO. Toute la série 7000 porte sur les biais, la transparence, et il y a également un guide méthodologique de l'éthique par défaut, Ethics by Design. Donc on a aussi des guidages de ce point de vue-là. Le deuxième élément qui vient dans l'explicabilité, donc c'est le contrôle humain dont on a parlé tout à l'heure, par exemple sur les armes autonomes et sur d'autres éléments. On doit pouvoir avoir un contrôle humain. Alors les expressions consacrées, c'est in the loop, out of the loop, etc. Donc peu importe, le contrôle humain doit exister. Et puis, un terme en anglais, c'est accountability. On traduit parfois par responsabilisation. Moi, je préfère obligation de rendre des comptes. C'est-à-dire, à un moment donné, un petit peu comme pour le RGPD, si on débarque chez vous et qu'on vous dit alors, en réalité, comment ça fonctionne, on doit être capable de pouvoir démontrer comment ça fonctionne. Et c'est grâce à la convergence de ces trois dimensions, accountability, transparence et contrôle humain, qu'on aura de l'explicabilité. Mais les termes vont changer, encore une fois, d'un pays à l'autre. Par exemple, aux US, on trouve gouvernabilité. Pour nous, ça ne nous parle pas. D'accord. Donc il faut vraiment se positionner là où on se trouve. Et si on opère au niveau global, on devra aussi être intelligible à ce niveau-là. Je peux faire un petit complément ? Bien sûr. Et donc, en complément, je pense, parce qu'on est quand même devant des RSSI ou des fonctions SSI, et je pense que là, on est dans une approche qui est faite pour s'appliquer dans l'ensemble des contextes. Quand on va se projeter dans le monde du RSSI, il va y avoir un certain nombre d'outils, des outils qui vont aller très rapidement face à des attaquants qui vont très rapidement. Donc, ok, les outils sont by design explicables, ceci étant dit, quand on utilise l'outil, c'est un système de défense, hein, et donc on va utiliser ce système de défense par rapport à l'usage qu'on va en faire. Ensuite, on voit, quand on se projette sur un truc similaire, que la Caisse des dépôts et consignations va analyser l'ensemble de ses prêts, va avoir des systèmes automatiques qui vont trier. Donc on voit tout de suite le problème d'éthique. Ah, s'il y a une règle qui systématiquement exclut quelqu'un, ça pose peut-être un problème de société. On peut faire la même chose en SSI, c'est-à-dire avoir un système qui collecte beaucoup d'informations. Et ce qui a été dit tout à l'heure sur les gros volumes d'informations, comment on gère un DLP, comment on repère et tout ça, c'est limite de l'interception et du R226. Et donc à ce titre-là, on est extrêmement intrusif, on tombe dans 1984, et dans une capacité à défense d'une manière efficace, mais aussi avec une pénalité, c'est-à-dire qu'on va extraire des preuves dont l'intégralité sera peut-être discutable. C'est comment on a pu collecter cette preuve, et cette preuve est la vraie preuve qui permet d'objectiver un comportement qui serait déviant ou des éléments malveillants. On a vu Kerviel ce matin. Et puis le deuxième aspect par rapport à ça, on parlait tout à l'heure de la responsabilité extra-contractuelle. On pourrait parler de la responsabilité extra-contractuelle du contrat de travail du RSSI. Est-ce que finalement il a une part de responsabilité par rapport à l'usage et à la conséquence de la massification généralisée de la surveillance qu'il a opérée, et dans lequel il a donc une part potentielle de responsabilité. Et puis on parlait tout à l'heure d'enjeux sur le contrôle aux frontières. Enfin, le contrôle aux frontières du numérique, c'est un peu le même enjeu, qui rentre, qui sort, et qui finalement a le droit de voir ou pas voir. Et donc je pense que c'est pas juste un concept, enfin j'essaye de partager ça avec mes pairs, mais qu'il faut aussi se projeter en se disant ce que vous dites, vous êtes largement plus compétente que moi, ça s'applique aussi quand on le délivre dans nos métiers. Et on a de plus en plus une part de responsabilité qu'on va devoir assumer. Merci. Bien, je pense qu'on peut conclure ici. J'avais encore plein de sujets à aborder, mais je voudrais quand même... il est presque l'heure. On ne m'a pas encore fait signe que j'avais dépassé le temps. Mais je voudrais laisser la parole à la salle. Avez-vous des questions? Oui. Alors, il y a un micro là. Je vais faire le test. Merci. J'avais une question en fait qui concerne la détection des fuites de données. On a pas mal de partenaires dans les sociétés où maintenant on arrive, on fait de la threat intel, on regarde les fuites de données dans le dark web, etc. On arrive quand même à mettre sous contrôle ça. Et maintenant la question que moi j'ai posée à pas mal de partenaires, c'est comment est-ce que je peux m'assurer que mon code source de telle application ou mes données clients sont pas dans le chat GPT et qui vont pas refuiter suite à un prompt. Et pour le moment, pas grand monde sait répondre. Tout le monde me dit oui, on y travaille, mais je suis pas du tout certain qu'il y ait de réponse déjà à ça. Comment est-ce que techniquement on peut faire ça? Et je pense que ça va être un vrai challenge. Qui la prend celle-là? Je peux pas. Hein. Pas forcément de réponse, mais pour moi ça va être un enjeu en fait. Challenge, oui. Ça va être comment détecter ces fuites en fait.
Oui, c'est bon sujet, là. Ce que je voulais vous dire, je vais faire Mon management m'a posé la question. Hein. Oui, il y a une question au fond, là-bas. Ou peut-être une réponse. Oui. Alors, il y a Eric au fond qui lève timidement la main, là. Micro. Attends, t'apportes le micro, Eric. Je disais qu'on n'a pas le temps de faire un sondage sur l'âge moyen dans la salle, mais on est complètement à la ramasse. Dans le service marketing dont je suis en train de me faire virer, c'est 100% d'usage de ChatGPT non contrôlé. Tout le monde le fait toute la journée, le menu de la cantine y passe. On court derrière des gens qui ont entre 25 et 49 ans,5, qui utilisent ChatGPT toute la journée, encouragés par leur manager. On vérifie toutes les présentations qui sortent parce qu'on n'a qu'une trouille, c'est qu'il y a un con qui nous fasse une pile de données qui nous coûte 100 millions d'euros. Le sujet, c'est à quel moment on va violer la propriété intellectuelle, on va violer des copyrights, parce que pour ce qui est de nourrir ChatGPT avec nos secrets, c'est fait. On court derrière, donc on a acheté un tenant de privé chez Microsoft en chat GPT 3.5 et 3.4. On est en train de tester 365 pilotes. Ça part dans tous les sens. Et il y a une rupture à 49 ans et des poussières. On a même un plan social en cours où on dit pourquoi est-ce qu'on ne virerait pas la moitié de l'équipe marketing parce que ce truc marche plus trop bien. Donc il y a un énorme sujet là-dessus. Il y a un des fournisseurs qui a été pris de folie qui a dit je paierai tous les procès en propriété intellectuelle. Il est fou celui-là, parce qu'on va en avoir des centaines. Donc aujourd'hui, on court après les gens. Le dernier call où je suis allé sur apprenez à vous servir de ChatGPT, il y avait 357 personnes. Sur une entreprise de 130 000 personnes, c'est rien. C'est juste une folie. Et on a vraiment une vague qui arrive sur, je suis désolé de le dire, les plus jeunes d'entre nous, c'est pas moi. Et ça, c'est un vrai sujet. Et la fuite de données en dehors du téléphone privé et de la charte d'usage qui nous oblige à déclarer que cette présentation a été faite avec ChatGPT, que personne n'utilise. On vient tout juste d'interdire aux équipes commerciales de répondre au RFI avec les outils. Tout juste. Et on pense qu'ils le font quand même. Donc il y a un gros péril sur propriété intellectuelle. Alors chez nous, on a de la chance, ils ne savent pas ce que c'est que le code, donc il n'y a pas trop de risque là-dessus. Mais tous les secrets partent toute la journée. Prenez la ligne du RERB, tout est parti. Là, alors, avant de se tirer une balle... bonne journée avec ça. Amusez-vous, vous allez voir. Vous allez rajeunir la nuit. Merci Eric pour cette, comment dirais-je, ce mot du vendredi après-midi, là. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, je vais faire 2 minutes de pub. En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais toutes les questions qu'on a abordées là, ce sont des thématiques que nous allons aborder pendant à peu près chacune 3/4 d'heure en plénière lors du congrès du Césin du mois de décembre. Donc, pub. Voilà, si vous voulez approfondir tout ça, confronter tous ces sujets avec les meilleurs spécialistes dont vous serez, madame, si vous l'acceptez. Voilà. Donc, venez à Reims les 5 et 6 décembre prochains. Ça, c'était le quart d'heure pub. Et est-ce que vous avez une ultime question avant qu'on fasse évacuer la salle? J'ai gagné le micro. Alain, je voulais revenir sur tout à l'heure, quand tu disais que tu n'avais pas vu encore de proof of concept. Alors, je pense que dans la salle, on est pas mal à avoir vu déjà un certain nombre de démonstrations très efficaces. Quand on en parlait avec Stéphane hier, on voit les phishing qui sont d'une qualité irréprochable, mieux écrits que si c'est moi qui les avais faits, que derrière, on a des systèmes qui génèrent du code qui échappe à tous les EDR, que derrière, on sait que les vulnes ne sont pas gérées à l'échelle et au niveau, et que le patch, on en a parlé tout à l'heure, c'est compliqué. On a un quatuor gagnant pour avoir un raz-de-marée d'attaque. Comment vous gérez ça? Cette disruption qu'il y a eu entre il y a 6 mois, on n'en parlait pas, et aujourd'hui, n'importe qui peut faire une chaîne d'attaque de grand niveau. Ce que j'observe, c'est que les attaques, elles sont de plus en plus automatisées. Donc le niveau d'automatisation, on ne sait pas, enfin moi en tout cas je ne sais pas, si c'est l'IA qui en est responsable
ou si c'est la dextérité des attaquants qui ont trouvé des outils permettant de fabriquer du très beau phishing en grand nombre, etc., etc. On voit bien que la cyberattaque s'est quand même industrialisée depuis 10 ans, et la rupture entre l'IA et la forte automatisation qu'on a observée depuis 10 ans, moi, je n'ai pas encore réussi à la mesurer. C'est ça le propos de tout à l'heure. Oui. Oui, oui. Oui. Ouais, mais encore une fois, ça c'est comme ça a été dit dans la keynote du premier jour, c'est une action humaine que tu fais évoluer. Maintenant, on a vu ça dans un autre contexte récemment, tu mets un truc au milieu qui est neutre et qui commence à grossir, tu vois, comme un cancer, et qui s'adapte et qui progresse dans ton système. Ça existe, ça. Et ça, on est bien dans... C'est de l'auto-apprentissage. Il fait de la recherche de vulnérabilité, il progresse et il exploite la vulnérabilité. Et ça, à mon avis, ça va devenir de plus en plus dangereux. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Et je remercie mes panélistes pour leur excellent témoignage.